l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été les principaux intermédiaires? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, du lundi au vendredi à 8h, simultanément sur Watt FM et Twi TV. Rediffusion 22h30 sur Twi TV et 22h sur Watt FM. Twi TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été assurées. Ce sont là des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons citées en ces articles 8 et 11. Et bonne méditation en cette journée du 31 mai 2019, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Un rendez-vous où sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis Lukman Sanfo, président du tribunal, deux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Var. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Var, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de façon simultanée sur Watt FM et également sur Twi TV. Vous nous suivez aussi à Bobo de la Soie à travers Radio LPC Bobo et LPC Tinkodogo. Merci de votre fidélité. Ce matin, on s'intéresse au nouveau code de procédure pénale adopté par l'Assemblée nationale du Burkina Faso ce 29 mai 2019. Une loi adoptée à l'unanimité parce qu'elle apporte, dit-on, des innovations dans le dispositif juridique burkinabé et met à la disposition des justiciables et aussi des praticiens du droit un code de procédure pénale actualisé, plus efficace selon les dires du ministre de la Justice, René Bagoro, présent au vote de cette nouvelle loi. Mais il nous revient aussi que des dispositions importantes aient été royalement écartées du débat préliminaire, alors que cela tenait à cœur aux acteurs de la société civile qui ont été sollicités aussi à apporter des amendements au projet avant son examen devant les députés. Alors, comment comprendre ces nouvelles dispositions de ce code? Quelles sont ses forces et insuffisances? On en parle avec Urbain Yamouego. Il est le directeur exécutif du Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique, CIFDA. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le Président. C'est un plaisir, après avoir pris l'habitude de vous regarder à distance, de revenir donc sur ce plateau, même si c'est avec appréhension, parce que je me pose pas mal de questions sur, j'allais dire, la procédure qui va m'être appliquée et si cette procédure-là va être conforme donc à la législation qui est évidemment. Vous avez vu que nous avons cité des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Bienvenue à tous et à toutes. La parole est donnée au juge Bernard Bougma pour son avant-propos. Merci président, mon avant-propos va concerner un bon point, je dis un bon point à la Sotraco, donc la société de transport en commun qui a procédé le mercredi dernier au lancement de la ligne Bobo-Bama. Donc c'était une ligne également qui était très attendue, c'est une zone également qui a besoin d'être accessible facilement. Donc après Koudougou au Réo,
Koudougou-Sabou, vous avez aussi Koudougou, l'axe Koudougou-Gondi-Tenado. Donc, il y a maintenant l'axe Bobo-Bama, il y a Banaké-Ledaga également concerné. Donc, je pense que c'est déjà une bonne chose de commencer à étendre le réseau. Donc, la dernière fois, nous étions avec le maire de Ouagadougou ici, on en parlait, par rapport au renforcement du transport en commun qui peut effectivement réduire les risques d'accident, mais également qui peut également faciliter en termes de déplacement les uns et les autres, où certains n'ont forcément pas besoin d'une mobilette pour allier certains points, avec les risques, le temps perdu et puis beaucoup plus d'énergie. Et ça va aussi avec un coût financier. Avec le transport en commun, c'est beaucoup plus sécurisant, ça vous revient moins cher d'ailleurs, comme on le fait ailleurs. Donc si la Sotraco étend son réseau au-delà de la capitale pour toucher d'autres couches de la population, je pense que c'est une bonne initiative qu'il faudra saluer. Il reste à travailler maintenant à convaincre les uns les autres de pouvoir emprunter le bus, parce que quand quelqu'un quitte sa localité pour arriver à Koudougou ou bien à Bobo par le bus, il faut trouver un autre moyen également pour arriver à la concession, il faut aller quoi. Alors que ça, ce n'est pas encore dans le quotidien du Burkinabé, ou de terminer le trajet à pied, de tenter d'appeler quelqu'un. Donc l'engin parfois c'est pour arriver et puis pouvoir se déplacer avec. Donc réussir le pari de faire en sorte que dans la zone périurbaine ou bien de la zone urbaine à la zone rurale, il puisse avoir le bus, mais renforcer le parc pour qu'à l'intérieur même de la ville, les déplacements puissent également être facilités avec une réduction du temps de course. Je pense que c'est ça et c'est ce pari-là aussi maintenant qu'il faut travailler aussi à relever. Donc je dis que c'est un bon point et je ne voudrais pas passer cela sous silence. C'était ça mon avant-propos. Vous faites bien d'ailleurs de le partager à tous ceux qui nous suivent actuellement. Geoffroy Vara, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci Président. Je rends sur l'avant-propos. Cela va nous conduire en RDC, République démocratique du Congo, avec le retour de la dépouille de Tshisekedi père. Il y a tout ce qu'il y a autour aujourd'hui, parce que quand même c'est le fils qui est au pouvoir, donc ça a une autre connotation. Ça fait quand même 2 ans que les tractations étaient menées sans succès pour le retour de cette dépouille-là. Et moi je tire beaucoup de leçons. C'est encore 40 années de vie politique et on tire la leçon que en la matière, vous ne pouvez pas être blanc, vous ne pouvez pas être noir, mais ce qu'on retiendra de vous, c'est la somme de tout ce que vous avez pu faire et retirer aussi de mauvais points qui ont été aussi les vôtres. Parce que quand on dit Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a eu le courage de dire non à un certain moment. On se rappelle de cette interview qu'il donnait commentant les larmes de Mobutu, qui annonçait le multipartisme, qui parlait de pleurnichard en tant que tel, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'il accordait, c'est ce multipartisme-là, même s'il le maquillait comme étant une volonté qui était la sienne. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. On écoute Mandé qui parle de lui comme quelqu'un d'opiniâtre, mais qui a toujours confondu compromis et compromission, parce qu'il n'était pas prêt à sceller certains pactes. Mais ça, c'est quelque chose qu'on lui reconnaît, qui a été souvent dur dans ses positions, et puis qui n'a pas voulu flanchir, qui a refusé d'aller à plusieurs formes de transition qui ont été voulues en RDC. Mais il y a aussi le ministre de l'Intérieur sous lequel il y a eu quand même des exécutions. Ça aussi, c'est des réalités. Je veux dire que en politique, on n'est pas blanc comme neige, on n'est pas noir comme le diable, mais toujours est-il qu'on retiendra de vous une couleur, peut-être gris clair, gris foncé, selon ce que vous aurez eu à faire tout au long de cette vie-là. Et c'est un grand homme qui rentre, mais en même temps aussi, on ne peut pas oublier le petit débat qu'il y a. Je dirais petit débat pour ne pas, parce qu'en Afrique souvent on respecte les morts, mais la réalité, il y a par exemple la Moucha qui pose le débat de ce que va coûter et ce que coûte cet enterrement-là. Même si Tshisekedi fils est au pouvoir, c'est pas pour autant que le deuil, même s'il est national, devrait être le moment de faire casquer des sous à une population qui a besoin d'investissements structurants. C'est le débat aussi qu'il y a aujourd'hui, mais c'est toujours bon de le poser. C'est mon avant-propos ce matin, je vais m'arrêter là. Et nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Merci de nous l'avoir partagé, juge Vara. Mesdames, Messieurs, passé cette première rubrique, on va maintenant auditionner celui qui est devant nous ce matin, qui passe devant ce tribunal, puisque vous savez que les députés burkinabés ont voté le 29 mai 2019 la loi portant relecture du Code de procédure pénale. La loi a été adoptée à l'unanimité des 111 députés présents à l'hémicycle. À ce qu'on dit, il vise à doter le pays d'une législation pénale moderne et qui garantit plus de droits et de libertés aux citoyens. Mais
mais aussi il y a un autre son de cloche qui nous est parvenu. Il nous revient effectivement que des dispositions importantes aient été royalement biffées, écartées du débat préliminaire, alors que cela tenait à cœur les acteurs de la société civile qui eux aussi ont été sollicités pour apporter des amendements au projet avant bien entendu son examen devant les députés. Alors comment comprendre ces nouvelles dispositions de ce code? Quelles sont ses forces et insuffisances? Nous en parlons avec celui-là qui a été aussi aux côtés de la commission en charge de la question pour les différents amendements, à la personne de Urbain Yamoigo. Il est le directeur exécutif du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Encore une fois, bienvenue. Avec vous, on va faire un peu de pédagogie parce qu'il faut comprendre aussi ce qui a été adopté. Donc pour commencer, c'est quoi la procédure pénale, pour comprendre? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour faire simple, il faut dire que la procédure pénale, c'est l'ensemble donc des règles qui organisent la répression des infractions dans un pays. Vous savez, ça fait exactement une année, soit le 31 mai 2018, que le Burkina Faso s'était doté d'un nouveau code pénal. Et le code pénal définit les infractions. C'est le code pénal qui va vous dire que si vous faites ça, ça et ça, c'est constitutif donc d'une infraction et donc on peut vous poursuivre. Ensuite, la procédure pénale, et en particulier le code donc de procédure pénale, va dire pour pouvoir vous poursuivre, voilà comment ça se passe. Par exemple, lorsque je viens devant votre bar, je sais, en tout cas, vous me l'avez informé à l'avance, comment les choses se passent et qu'est-ce que vous m'offrez comme garantie pour que le jugement qui va être fait de mon affaire puisse être fait suivant les règles donc d'un procès équitable. Et au début d'ailleurs, vous avez, en citant donc l'article donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez parlé des garanties d'un procès équitable. Qu'est-ce qui peut permettre ces garanties-là? C'est le code de procédure pénale qui énumère ce qui est permis aussi bien pour l'autorité poursuivante, pour les parties qui s'estiment victimes, que pour la personne accusée ou poursuivie. Donc, le code de procédure pénale ne fait rien d'autre que de baliser le terrain pour permettre de poursuivre effectivement une personne pour qui on soupçonne qu'il a porté une entorse donc à la loi, notamment donc à la loi pénale, et pour qui il faut naturellement, sur qui il faut faire peser donc une sanction. Et donc, même quand on est accusé, même quand on est poursuivi, il y a aussi un minimum donc de droits. Et il faut que les parties en présence puissent disposer, j'allais dire, des mêmes armes, à la fois pour pouvoir poursuivre et pour pouvoir se défendre. Et donc, la procédure pénale permet donc de poser donc ces règles-là de la poursuite. On parle aussi de moderniser ces textes au niveau du Burkina Faso. C'est-à-dire que nos citoyens étaient jugés sur des textes à la base des textes dépassés, ou bien c'est dans l'optique d'être vraiment avant-gardiste sur la question? Il y en a des deux. Et je ne vous le fais pas dire. Le code de procédure pénale en vigueur date de 1968. Et vous verrez d'ailleurs que certaines dispositions annexes du code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne donc l'entraide judiciaire, c'est-à-dire l'extradition donc par exemple des étrangers, le texte date, s'il vous plaît, de 1927, du 10 mars 1927, et c'est le même texte qui prévaut au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays issus donc de la communauté française. Donc, est-ce que on était jugé suivant des textes obsolètes? À vous de juger. Mais toujours est-il que depuis 1968, le Burkina Faso a ratifié un certain nombre donc de conventions au niveau international, donc a pris des engagements. En plus de cela, lors des différents examens devant les organes de traité, il y a un certain nombre donc de recommandations qui ont été faites donc au Burkina Faso relativement donc aux aspects procéduraux dans la répression donc de certaines infractions, et il va sans dire qu'il était important pour le Burkina Faso de systématiser tout cela et de s'offrir, j'allais dire, un code de procédure pénale qui soit à la hauteur de ses ambitions
en termes donc de concrétisation de l'état de droit et de protection donc, des droits humains. Je vais prendre un exemple simple. La question par exemple des écoutes téléphoniques. Vous savez que notre législation était totalement vide en la matière. C'est après tout ce qui est intervenu que le gouvernement a pris, ce n'est pas bon de dire le taureau par les cornes, mais je le dirais, pour légiférer en 2017. Donc il y a une loi de révision du code de procédure pénale qui a été pris en 2017 pour encadrer les écoutes téléphoniques et les aspects aussi liés par exemple à la répression du terrorisme. Il y a eu justement une modification qui permet donc de prendre en compte donc un certain nombre donc de choses. Et donc tout cela devenait en quelque sorte des lois un peu éparses. Et vous le savez aussi et surtout que pour ce qui concerne donc certaines infractions, comme des infractions de torture, comme des infractions donc de traite de personnes, et j'ai parlé tantôt donc du terrorisme, sur lesquels le Burkina Faso a légiféré il n'y a pas si longtemps que cela. La traite, je crois que c'est autour de 2008 que le Burkina Faso a légiféré, donc traite et trafic des migrants et pratiques assimilées. Sur la question de la torture, c'est en 2014 que le Burkina Faso a légiféré là-dessus. Et sur la question du terrorisme, donc il y a eu une législation, la dernière modification de la législation date donc de 2015 donc sous les CNT. Et il y a des aspects procéduraux qui vont avec. De même que d'autres lois spéciales concernant par exemple les enfants en conflit avec la loi, concernant par exemple la répression donc des violences faites aux femmes, et tout cela faisait qu'on avait une législation un peu éparse, dispersée dans différentes lois, et il fallait travailler à regrouper tout cela dans un même document, parce que c'est vrai qu'on aime à dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais vous vous rendez compte que souvent, même ceux qui sont censés appliquer la loi peuvent l'ignorer, du fait que on adopte des textes qui ne sont pas suffisamment diffusés et donc pour lesquels donc l'application peut donc se poser problème. Donc voilà un peu une des raisons pour lesquelles donc la systématisation donc de la législation donc dans un document unique était en tout cas un des objectifs, mais aussi le fait donc j'allais dire de se conformer à un certain nombre donc d'exigences liées aux engagements aussi que le Burkina Faso en tant que pays souverain a choisi donc de prendre. Geoffroy Var. On sait que vous, ce qui vous intéresse dans ces avancées ou peut-être dans ce que vous avez comme insatisfaction, c'est le caractère droit de l'homme. Donc, tout à fait. Et sur la question, lors du point de presse que vous avez pu animer, déjà parce que vous saviez que ça allait passer devant l'Assemblée nationale, vous disiez il y a des innovations quand même qui sont assez majeures. Sur la question par exemple de la garantie à l'équité, au moins dans le jugement, et puis aussi la question même de détention provisoire, parce qu'on sait que là aussi il y a beaucoup d'autres problèmes. Quels sont les éléments qui ont changé, qui sont liés, quoi qu'on dise, au respect de certains droits qui vous sont chers et qui pour vous sont des innovations? Alors, effectivement, relativement à la détention provisoire, il y a eu des innovations. Vous savez que la surpopulation carcérale au Burkina Faso est due en grande majorité au fait que, d'abord, nous n'avons pas de maison d'arrêt à part et de maisons de correction à part. Aussi bien ceux qui sont en détention préventive que ceux qui ont été jugés et condamnés se côtoient dans nos maisons d'arrêt. Et lorsque vous prenez la population carcérale, vous verrez que plus de la moitié de cette population-là est constituée en réalité de gens qui sont en attente d'être jugés. Et ça, c'est grave. Et vous avez souvent des gens qui ont été appréhendés pour des crimes, ou du moins des délits, ou des infractions, on va dire ça de façon globale, par exemple pour lesquels ils encourent 3 ans ou ils encourent 5 ans. Ces derniers sont envoyés là, et pour les 3 ans par exemple, ils vont passer 4 ans, 5 ans, 6 ans en prison sans être jugés, ou avant d'être jugés. Pour ceux qui encourent 5 ans, il y en a qui peuvent passer 6, 7, 8 ans, et il y en a même, et c'est venu, c'est arrivé, il y en a même qui souvent ont été totalement oubliés en prison. Ils n'existent même plus, et ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils vont être jugés. Et ça,
c'est grave. Donc, il y avait d'abord eu la législation donc, qui avait été adoptée donc, en 2017, si ma mémoire est bonne, sur la législation pénitentiaire donc, qui avait constitué déjà donc, une avancée pour éviter donc, les détentions préventives abusives, mais avec le nouveau code donc, de procédure pénale, il y a que on fixe un seuil au-dessus duquel la détention préventive ne peut pas aller. Par exemple, si vous encourez 3 ans, la détention préventive ne pourra pas, c'est un exemple, hein, ce n'est pas exactement ce qui est tiré du texte, la détention préventive ne pourra pas dépasser 1 année et demie, par exemple. Et en plus de cela, le travail du magistrat, notamment donc du juge d'instruction, est encadré, de telle sorte qu'au-delà d'un certain délai, si on ne vous juge pas, on va être malheureusement obligé de vous libérer. Et de telle sorte que le magistrat qui va être dans une situation où il détient quelqu'un de façon abusive peut se trouver poursuivi. Donc, nous pensons que le fait effectivement d'avoir encadré, ça peut éviter les abus. Sinon, suivant que votre face fait plaisir ou pas au magistrat, il peut vous déposer. Et puis bon, vous ignorez. À partir du moment où vous ne connaissez peut-être pas les voies de droit auxquelles donc vous pouvez faire recours. Donc ça, pour nous, par exemple, constitue donc une innovation. Il y a d'autres innovations qui sont intervenues, mais je pense que cela est du ressort davantage donc, du ministère de la Justice de venir vous parler donc des aspects innovants. Et comme le disait quelqu'un donc qui était assis donc à ma place, ce qui nous intéresse, c'est bien souvent donc les trains qui arrivent en retard. Oui, mais j'ai préféré commencer ainsi parce que j'ai dit c'est lié à ce que vous défendez d'abord, et j'ai commencé par commencer ainsi pour poser une autre question qui est dans la logique de la suite, c'est de savoir, c'est bien beau de dire innovation majeure, c'est bien d'applaudir parce que vous applaudissiez cela lors de votre point de presse, mais dans les faits, on sait la réalité de la façon dont les choses se passent ici. Ce n'est pas forcément que, quelquefois, les textes même n'encadrent pas. C'est pas qu'il n'y a pas de texte en la matière. Mais le problème même, c'est qu'on a une justice qui est souvent aussi très lente. On a une justice qui demande souvent des moyens. On a cette réalité dans laquelle on est là, qui fait que, bon, vous avez des dossiers, vous arrivez voir des bureaux, vous voyez des dossiers qui sont entassés, vous vous demandez, mais c'est vous qui devriez... Ils n'ont rien informatisé ici, hein, c'est comme ça, regardez ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qui est là, à un moment donné. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Vous parliez de détention et tout. On a un problème qui est structurel. Quand on parle de nos prisons, on n'en a pas vraiment. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas des infrastructures, vous allez beau faire le calcul, tant qu'il y a des gens qui vont entrer pour les questions il y aura toujours ces problèmes-là. Est-ce qu'on ne saupoudre pas, au lieu d'attaquer le problème dans son fond? Monsieur le juge, je comprends votre préoccupation, elle est légitime. Toutefois, faut-il adapter la législation soi-disant à la réalité, ou faut-il éventuellement voir à travers donc la loi la possibilité donc de s'inscrire dans un objectif ou dans une finalité recherchée? Parce que si je dois me coller à ce que vous dites, je dirais, comme les Ouagalais n'aiment pas s'arrêter au feu, peut-être qu'il faut enlever. Ça, c'est l'exemple du pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une conjugaison. Je veux dire qu'il y a une conjugaison des efforts à faire. Et pour moi, le principal n'est pas pas seulement dans les textes, mais c'est d'attaquer le problème de fond. Je suis tout à fait d'accord avec vous en réaliser ça pour vous titiller. Sinon, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, et la question d'ailleurs a été posée au gouvernement, quels sont les moyens qui vont être mis à disposition pour permettre que ce code novateur puisse être mis en œuvre comme il se doit? Et même les syndicats de magistrats donc, qui ont aussi été consultés, effectivement, ont posé la question. Parce que si vous mettez des obligations donc, à la charge donc, du magistrat, il faut lui donner aussi les moyens, naturellement, donc, de le faire. Mais il est important de savoir qu'il ne peut y avoir de droit que ce qui est consacré. Ça, c'est fondamental. Donc, nous sommes là à parler donc, de détention provisoire ou préventive abusive, parce que la loi encadre déjà. Et sur cette base, si vous avez les moyens, vous pouvez déjà réclamer vos droits. Ça, c'est une chose. Mais si déjà la loi ne le prévoit pas, vous avez beau avoir les moyens, vous ne pourrez pas
vous en prévaloir. Donc le simple fait que ça existe, il faut déjà le saluer. Le simple fait que l'on encadre pour éviter les abus, que cela se fasse en fonction des desiderata du magistrat. Je ne dis pas qu'auparavant c'était ainsi, loin de là, mais je vais dire que il faut que la loi puisse encadrer et que l'on permette éventuellement de rechercher les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Parce que même dans des pays développés comme la France et autres, il y a toujours des récriminations relativement donc aux moyens à mettre en œuvre donc pour ceci ou pour cela. On n'arrivera jamais à un stade ultime où on dispose de tous les moyens pour appliquer la loi de façon stricte donc comme il se doit. Donc pour nous c'est fondamental que ça existe. Maintenant, une fois que c'est consacré par la loi, il est de notre responsabilité effectivement d'interpeller l'État et de lui demander de travailler à respecter la loi. Parce qu'un État de droit, c'est aussi un État où l'État lui-même se soumet à la loi. Poursuivez. Comme ce que vous vouliez, c'est qu'on aborde plutôt le train qui arrive en retard. Et parmi les points que vous avez mis en avant, c'est la question de l'élargissement, notamment du droit de la partie civile en matière pénale. En quoi est-ce que pour vous, c'est pas vraiment élargi et que l'innovation devrait peut-être aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qui a manqué? Alors, merci beaucoup d'évoquer ce point. Effectivement, lorsque vous prenez le code de procédure pénale, en tout cas le projet qui a été transmis donc par le gouvernement, en son article 230-1, il ressort que l'action civile en réparation donc des dommages causés par un crime, par un délit ou par une infraction appartient d'abord, et c'est tout à fait normal, à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant donc de cette infraction. Ensuite, et c'est là où ça devient plus intéressant, il est dit que pour les infractions visées au titre 3 du livre 3 du Code pénal, et je dois souligner que ce sont les infractions liées donc à la corruption et aux pratiques assimilées, l'action civile appartient également aux associations intervenant dans le domaine de la bonne gouvernance et des droits humains. Voilà. Uniquement les questions liées à la corruption. Et nous disons que c'est bien dommage. C'est vrai, c'était quelque chose qui était déjà prévu dans la loi qui a été adoptée en 2015 donc sous le CNT. Et cela n'avait été possible que parce que c'était sous le CNT. Vous connaissez les péripéties que cette loi-là a connues avant d'être adoptée. Donc c'était une innovation de cette loi qui a été reversée donc dans le Code de procédure pénale. Et nous avons pensé que c'est bien dommage de limiter uniquement ce droit d'action en réparation qui est reconnu aux organisations de la société civile agissant donc dans le domaine de la bonne gouvernance et des droits humains à l'infraction de corruption, aux infractions assimilées. Pourquoi ne pas l'ouvrir à des infractions beaucoup plus graves, qui touchent aussi au mandat et à l'objectif, à l'objet social de nos organisations, telles que par exemple la question de la torture, fait de telle sorte que les organisations travaillant dans le domaine des droits humains et dont le mandat comprend la prévention et la répression, la prévention du moins donc de la torture, puissent aussi porter donc l'action donc en réparation. Si vous permettez que je puisse citer... Par exemple, vous prenez des exemples qui sont bien précis parce que je pense aussi que le témoin de l'actualité a cette vocation-là de permettre aux gens de comprendre aussi certaines choses qui sont peut-être réservées à certains milieux. Quand vous prenez le cas de la torture, ça veut dire que dans la nomenclature qui est la nôtre aujourd'hui, c'est dit que c'est la victime seule qui peut poursuivre. Tout, c'est ça. Et donc, si vous-même vous intéressez, vous êtes obligé de passer par la victime, donc la convaincre. Tant que, mais vous savez un peu la raison pour laquelle les victimes ne veulent pas souvent porter plainte ou finalement choisissent donc de se retirer de procédures. Vous connaissez bien. Parce que souvent, il y a des craintes pour elles-mêmes, les victimes. Prenez des questions, par exemple, comme les violences faites aux femmes, notamment les accusations de sorcellerie. D'abord, les victimes, elles ne savent pas quelle est la procédure à suivre. Et ensuite, lorsqu'elles le savent, souvent, elles finissent par se rétracter du fait justement de la pression sociale. Et c'est, vous voyez, des représailles. Prenez la question de la traite des êtres humains et du trafic des migrants, et en particulier de la traite des enfants.
souvent, ce sont des infractions pour lesquelles l'action civile à réparation peut ne pas aboutir si jamais il n'y a pas des organisations comme les nôtres capables, certes déjà possible d'apporter l'assistance juridique et juridictionnelle, c'est-à-dire en commettant donc un avocat donc à leur défense, ou alors éventuellement agir par nous-mêmes. Parce que nous investissons, il faut le dire, beaucoup d'énergie et de ressources pour travailler à sensibiliser et à lutter contre la perpétuation donc de ces infractions-là. Donc ce qui veut dire que lorsque ces infractions-là aussi sont commises, non seulement il y a une personne victime qui en souffre directement, mais nous aussi, nous en souffrons. Par exemple, relativement à l'excision, il y a des organisations qui se sont investies des années durant à lutter, à sensibiliser et à lutter contre la pratique donc, de l'excision. Et pour X ou Y raison, des gens viennent par exemple à diffuser l'information comme quoi bon, c'était une bataille de Chantal, elle est partie, donc on peut reprendre, et paf, vous voyez la multiplication donc, des cas d'excision. Donc il faut permettre aux organisations de la société civile, sous certaines conditions, on est tout à fait d'accord. Par exemple, dans la législation française, vous verrez que l'action civile en réparation est encadrée. D'abord, quand vous êtes donc une association, il faut que ce soit une association qui ait par exemple une durée de vie de 5 ans. Et dans ce cas, vous devez avoir l'accord express de la victime pour agir en réparation. Mais lorsqu'il s'agit des associations reconnues d'utilité publique, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'accord de la victime. Et même si la victime se rétractait, cela n'enlève en rien votre capacité donc d'agir. Voilà ce que nous avions demandé et nous avons sollicité justement la bienveillance du gouvernement et des parlementaires relativement donc à cet amendement-là et malheureusement ça n'a pas été entendu. Alors au juste ce que vous voulez c'est quoi? Qu'on vous permette de le faire avec ou sans l'accord de la victime? Ou bien c'est de vous permettre de le faire quand vous voulez? Moi, je voulais avoir la précision. C'est de nous permettre de le faire. Maintenant, que l'on puisse encadrer cela, moi je suis tout à fait d'accord. Vous voyez lors des débats, et je vous invite d'ailleurs, aussi bien vous que les journalistes, je vous invite à participer aux travaux en commission. Parce que c'est là où le vrai débat se fait. À la plénière, je ne dirais pas que c'est une chambre d'enregistrement, mais en réalité, l'essentiel est fait. Et on est dans des logiques politiques. Ce qui fait que il n'y a pas grand intérêt à vous avez donné votre coup d'épée très tard. Parce que c'est un jour avant l'adoption. Ah non, du tout. Bien au contraire. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de revenir donc, sur la procédure d'adoption de cette loi-là, mais nous avons, avec d'autres organisations, constitué donc, ce qu'on appelle donc, une commission des lois, des organisations de la société civile, le pendant de la commission donc, des lois de l'Assemblée nationale, la KJDH, pour réfléchir ensemble sur ce que nous pouvions apporter comme amendement. Et parce que nous avons des domaines d'intérêt diversifiés, et il fallait travailler donc en synergie. Par exemple, vous prenez le CQDJ, le Centre pour la qualité du droit et la justice, tout ce qui concerne par exemple la détention provisoire, c'est leur domaine. Et nous, sur d'autres aspects. Donc, on s'est mis ensemble et on a fait un mémoire d'une 20aine de pages qu'on a soumis aux députés. Et nos propositions d'amendement figurent dans ce mémoire-là. Donc les députés ont été en retraite. À Bobo, ont pris le soin de s'imprégner donc de notre document pour revenir entendre, auditionner donc le gouvernement. Et la question a été soulevée dans le débat avec le gouvernement. Mais les réponses qui ont été apportées, naturellement, pour nous, n'ont pas été satisfaisantes. Raison pour laquelle nous avons récidivé, parce que nous avons la possibilité, effectivement, par le biais d'autres députés, des députés du moins, de porter donc, des amendements à la condition que l'amendement puisse être déposé 72 heures avant. Et c'est ce que nous avons pu faire. Mais malheureusement, là encore, à notre grand étonnement, l'amendement a été retiré. Est-ce que vous aviez réussi à convaincre les députés en son temps de la nécessité de vous laisser agir dans ces conditions? Bon, nous avons fait le nécessaire, mais la conviction du député n'appartient qu'à lui-même. C'est vrai que nous avons été défendus en commission sans grande conviction, je dois le dire, par les députés. Eux-mêmes ont dit que ça fait l'objet de grands débats entre eux, à Bobo Dioulasso, mais ils ne sont pas arrivés donc à un accord. Si vous voulez que je dise véritablement ce que je pense, parce que dans les débats,
il ressort que les acteurs, aussi bien parlementaires que gouvernementaux, ont, entre guillemets, pas que le fait donc d'ouvrir cette possibilité n'amène les organisations de la société civile, dont certains prétendent que les OSC donc sont politisés, à faire, entre guillemets, à multiplier des procès pour rien, à des fins purement politiques. C'est ce à quoi il fallait en venir. Justement, est-ce que ce n'est même pas là où se trouve le problème? On a vu au Burkina, où pour un rien, certains dossiers ont été outrancièrement politisés ou abusivement récupérés par des organisations se réclamant de la société civile, avec ce qu'on a comme conséquence. C'est ça aussi l'autre réalité du Burkina. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est devenu ce milieu-là aussi, qui a fait que, bon, monsieur le député ou le ministre est devenu très prudent, je veux dire, voilà, prudent, je préfère le Non, moi je pense qu'il ne faut pas penser ainsi. C'est pas parce que certains qui ont la barbe font ceci ou cela qu'on va interdire que désormais tout le monde porte la barbe. Non, il y a des OSC politisés. C'est vrai. C'est entre Barbie. Comme l'a dit Geoffroy. Il y a des OSC politisés, entre guillemets. C'est vrai. Mais en même temps, qui les politise? Mais qui les politise? Moi, je pense que c'est un faux débat. Et en plus, lorsque cette possibilité a été ouverte en 2015 dans la loi contre la corruption, il y a eu combien de procédures qui ont été intentées par des organisations de la société civile en lien avec cela? Non, il ne faut pas... Moi, je pense que c'est un faux débat. Mais ça dépend. Quand on parle de corruption, qui peut poursuivre? C'est ça aussi, il faut regarder. Mais bien sûr, mais justement, il y a une restriction. Non, quelle restriction? En la matière, on dit, d'abord, naturellement, l'État. D'accord. L'État poursuit, et les procureurs du faso, qui sont, en tout cas, amenés donc à porter l'action publique, à mettre en mouvement l'action publique. Et il y a aussi, naturellement, toutes les personnes susceptibles d'être lésées directement par l'infraction. Donc, c'est-à-dire que si le fait d'avoir corrompu quelqu'un a eu pour conséquence donc de porter atteinte à mes intérêts, naturellement, je peux porter l'action donc en réparation en justice. Mais aussi, on reconnaît aux organisations de la société civile qui appartiennent, qui interviennent dans le domaine de la bonne gouvernance, par exemple le CGD, par exemple le RENLAC, ou dans le domaine donc, des droits humains, par exemple le MBDHP, le CIFDA, le CQDJ, la possibilité d'agir dans cette situation. Maintenant, c'est à eux de développer l'argumentaire nécessaire pour convaincre qu'effectivement, ils ont un intérêt et que dans leur mandat, c'est-à-dire dans leur objet social, il y a la lutte contre la corruption et par conséquent, le fait donc qu'une personne se soit livrée à des actes de corruption porte aussi atteinte donc à leur mandat. Comme il a commencé à prendre des exemples, moi je veux qu'on continue dans les exemples qui sont donc les siens. On va accepter la réalité dans laquelle nous sommes, qui est celle aussi de notre insécurité aujourd'hui et de ces menaces terroristes. On sait ce qui a fait l'actualité ces récents jours et ces récents mois, c'est des sorties encore de mouvements de défense des droits de l'homme pour dire que attention, notre armée torture ici, attention, notre armée fait ceci sur le terrain, attention, notre armée fait cela. Avec un certain nombre d'enquêtes, de résultats donc, qui nous sont donnés, tout qui font la polémique, qui font la controverse. Ça veut dire que, en clair, si il y a l'élargissement, on va dire comme ça, comme vous le demandiez tout à l'heure, de l'action civile en réparation en matière pénale, ces cas-là, on pourrait avoir des plaintes qui seront déposées par vous. C'est bien cela? Mais tout à fait, et c'est tout à fait légitime. Moi, je pense qu'il ne faut pas craindre la judiciarisation des choses. Quoi de plus normal que de poursuivre? Et la conséquence directe pourrait être la réduction des ardeurs de notre armée. Excusez-moi? Et la conséquence directe pourrait être la réduction des ardeurs de notre armée. C'est pas une question de réduction des ardeurs de notre armée. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas pour l'instant, qui sorte et qui dise qu'il faut massacrer. Mais quelquefois, la question du massacre ou non, c'est une question d'interprétation, parce que la plupart du temps, on n'est pas sur le terrain. Et puis, après, lorsque finit ou se termine telle opération, il y a des points qui sont faits et il y a toute une polémique autour. Je termine peut-être pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aient aussi le regard plus large pour voir toutes les implications qu'il y a dedans. C'est pour ça que les exemples sont intéressants. Oui, et vous faites bien de le dire, c'est une question d'interprétation. Donc quoi de plus normal que d'amener ça devant le juge qui est habilité à interpréter et à décider? Est-ce que ça n'a pas pensé dans la décision pour les débats? Ce ne sont pas des craintes qui ont été posées? Craintes qui ont été posées par? À ce que c'est dit, il n'y a pas eu de débat sur la question. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment... En plénière, effectivement, il n'y a pas eu de débat sur la question. Mais en commission, le débat a eu lieu.
Le débat a eu lieu, pas spécifiquement sur ça, mais il est clair que si l'infraction de torture existe, et elle est bien définie, la torture, c'est lorsque des agents de l'État, ou susceptibles d'être assimilés comme tels, agissent et infligent justement des sévices donc, à des gens, au nom de l'État, ou avec le consentement, j'allais dire express ou tacite de l'État. Cela a été défini dans notre législation. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Cela a été défini dans notre législation et il a été dit si vous faites ça, c'est une infraction. Est-ce que vous croyez qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso doit s'asseoir sur sa propre législation et dire non? Bon, comme on est dans cette situation-là, on peut permettre qu'on torture? Non. On ne peut pas permettre. C'est la législation du Burkina Faso. Et un état de droit, c'est un état qui se soumet à la règle de droit. Ce n'est pas seulement les citoyens qui doivent se soumettre à la règle de droit, l'État et les différentes entités, les différentes institutions, y compris l'armée, doivent aussi se soumettre à la loi. C'est aussi simple que cela. Et donc s'il y a des infractions de torture, s'il y a des infractions liées par exemple aux exécutions donc extrajudiciaires, il est tout à fait normal que l'on puisse mettre... Ce ne devrait même pas être les organisations de la société civile qui porteraient l'action. Ce devrait être l'État lui-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'armée est en opération, ainsi, il y a des brigades prévôtales qui les accompagnent. Des gendarmes, qui sont la police de l'armée, et qui sont normalement habilités à constater les infractions qui se commettent sur le terrain des opérations pour permettre éventuellement au tribunal militaire de poursuivre. Le tribunal militaire, il existe pourquoi? C'est pour éviter justement que les infractions soient commises dans le cadre donc, des opérations aussi. Donc, je pense que ça ne change pas grand-chose fondamentalement. Parce que celui qui a, j'allais dire, le droit de mettre en mouvement donc l'action publique dans toutes les infractions, pour toutes les infractions, c'est d'abord et avant tout l'État, à travers le procureur donc, du Faso ou à travers le procureur du tribunal militaire. Vous parliez de l'élargissement du droit d'action de la partie civile et vous dites que à un moment donné vous êtes prêt que cela soit fait, même s'il y a des limites qui soient données. Mais vous parlez de quelles limites possibles? Alors, la limite possible, c'est ce que j'ai cité. On peut par exemple dire que ce droit est reconnu aux associations reconnues d'utilité publique. Et vous savez que ce ne sont pas des... il n'y en a pas des milliers. C'est à peine s'il y a une centaine d'associations qui bénéficient donc de ce statut-là au Burkina Faso. Mais c'est aussi la preuve, c'est aussi le fait que ces associations, par exemple, ont fait la preuve au gouvernement qu'ils contribuent de façon significative donc au développement de ce pays, raison pour laquelle le gouvernement consent à leur donner ce statut-là. Donc si l'ouverture pouvait ne serait-ce que constituer cela, ça aurait été une bonne chose. Ensuite, au-delà de ça, nous pensons qu'on pouvait par exemple dire que une des conditions, c'est que l'organisation ou l'association ait une durée d'au moins 10 ans, par exemple, et ait dans son mandat, dans son objet social, la promotion ou la défense de tel ou tel droit. Par exemple, pour ceux qui travaillent donc dans la protection de l'enfance, il faut que clairement dans votre mandat, ce soit clairement spécifié que vous travaillez pour la protection de l'enfance. Ça c'est un. Et de deux, il faut que vous ayez une durée d'au moins 10 ans ou d'au moins 5 ans. Vous savez que les associations politisées, généralement leur durée de vie n'équivaut pas à ça. Et voilà, il y en a qui créent, qui se créent, et après vous ne savez pas par où ça passe. Et en tout cas, il y a plein de personnes donc, qui sont spécialisées dans la création d'organisations. Et c'est la preuve que ces gens-là, qui en réalité sont dans une optique beaucoup plus politique, ne peuvent pas tenir dans la durée. Encore moins, ils ne peuvent avoir les moyens de soutenir une action. Parce qu'une action judiciaire, ça prend souvent du temps. Ça prend du temps. Et donc, l'organisation peut être amenée même à disparaître avant même que l'action ne connaisse sa fin.
Alors, quand on parle de droits humains, il y a plusieurs champs là-dedans. Il y a les questions de liberté d'expression, il y a toute une panoplie d'éléments à l'intérieur. Vous, c'est la composante droits humains. Moi, je voudrais savoir beaucoup plus en détail. C'est quoi qui vous intéresse tant et qui fait que vous estimez qu'il est nécessaire que vous puissiez intervenir? C'est dans quel cadre, effectivement, c'est dans quel cadre de violation des droits humains que vous voulez intervenir? Nous avons une approche globale des droits humains. Nous nous intéressons aussi bien aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civils et politiques. Et dans le cas d'espèce, c'est vrai que ce qui ressort pour l'essentiel, ce sont des droits civils et politiques. Qu'il s'agisse donc de la torture, de la traite, qu'il s'agisse donc... Il y a aussi des droits catégoriels, comme les droits de l'enfant, comme les droits de la femme. Et le seul desk qui ressort, c'est peut-être les infractions liées donc à l'environnement, qui pour nous aussi constitue donc un élément important, qui, en tout cas, vous conviendrez que même dans notre projet donc de constitution, il est dit que les crimes environnementaux sont imprescriptibles. C'est dire que l'État burkinabé entend donner une importance majeure aux questions environnementales. Et donc si vous commettez des crimes environnementaux, par exemple, si vous contaminez, par exemple, pour ce qui est des compagnies minières, bon, même si les crimes environnementaux pour l'instant, oui, c'est vrai, dans le nouveau code de procédure pénale, il est défini, si vous contaminez, par exemple, un barrage, et voilà, on peut vous poursuivre à l'infini. Même si on réussit à vous protéger aujourd'hui, à tout moment, vous pouvez être poursuivi. Donc, c'est pour dire que nous avons une approche globale, large, des droits humains. Mais nous savons que toutes les questions de droits humains ou d'infractions liées aux droits humains ne peuvent pas faire l'objet donc de procédures et d'actions donc civiles en réparation. C'est pour cela que nous avons choisi de cibler 5 domaines particuliers qui, pour nous, sont constitutifs d'infractions suffisamment graves et qui portent à la fois atteinte à des intérêts individuels, mais aussi à un intérêt collectif. Si vous prenez la question donc, par exemple, de la torture ou de la traite, certes ce sont des gens qui, dans leur corps, souffrent individuellement, mais aussi c'est l'intérêt de toute la nation qui est en jeu. Parce que si vous prenez la question par exemple de la torture et des exactions donc, des forces de défense ou de sécurité, elles peuvent aussi avoir pour conséquence donc de contribuer à la radicalisation de certains. Et si ça contribue à la radicalisation de certains, qui en souffrent? C'est la nation tout entière. Puisque ces gens-là qui vont se retrouver de l'autre côté vont attaquer qui? Ils vont attaquer l'État, ils vont attaquer les citoyens sans discrimination. Et donc, nous pensons que les associations qui sont aussi dans une optique donc, de défense de l'intérêt général doivent être aussi avoir la possibilité, la faculté d'agir en réparation parce que ça touche aussi à leur mandat et à leur objet social. Ça c'est important. Ça veut dire que si par exemple dans votre... vous n'allez pas vous lever et aller changer votre mandat du jour au lendemain parce que vous voulez agir dans tel domaine, alors que dans vos textes constitutifs, vous n'aviez pas pour objectif donc de lutter contre la torture. Mais comme il se trouve qu'il y a des faits de torture, bon, nous le prenons, nous le mettons dans notre mandat pour pouvoir agir. Non, il faut que cela préexiste à la commission des infractions. Alors, Monsieur Amiro, vous êtes de la société civile, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé aux côtés des députés de la KJDA pour formuler des amendements consignés dans un mémoire qui a été transmis. Il y a eu les débats en commission. À ce qui nous revient, c'est qu'il y a au moins 2 députés qui avaient accepté de porter la question en débat en plénière. Finalement, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, pour vous, ça peut être ça, la question de la consultation, c'est de faire valoir sans que vos préoccupations ne soient prises en compte? Vous faites bien de poser la question. Il est vrai que il y a certaines organisations qui de plus en plus sont hésitants à répondre aux convocations des commissions permanentes de l'Assemblée nationale dans le cadre d'auditions relativement donc à certaines lois, parce que ils le disent, ils sont écoutés le plus souvent mais jamais entendus. Nous avons toujours été dans l'optique que c'est toujours bon de faire valoir son point de vue.
de se faire écouter, même si on n'est pas entendu. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que il y a des situations où vous posez des questions, de savoir est-ce qu'on vous convoque pour, à travers votre présence, légitimer le caractère participatif, le caractère ouvert donc du processus donc, qui a conduit donc, à l'adoption de la loi, ou est-ce qu'on est animé véritablement d'une volonté de comprendre les préoccupations qui sont les vôtres et de voir dans quelle mesure donc les prendre en compte. Donc nous avons fait l'option effectivement de suivre le travail parlementaire, de contribuer donc à travers soit des mémoires écrits, soit donc à travers donc les auditions donc devant ces députés là, mais aussi la possibilité d'user de la possibilité qui est reconnue aux députés, notamment qui ne sont pas membres donc de la commission permanente saisie du fonds au dossier, la possibilité aussi de porter des amendements. Et c'est ce que nous avons fait. Et je dois souligner d'ailleurs en passant que ce serait déjà pas mal que l'Assemblée nationale puisse lui-même respecter son règlement pour permettre aux gens comme les nôtres d'agir. Parce que le droit d'amendement est reconnu aux députés dans la perspective donc de la plénière, mais à condition que cela puisse être fait 72 heures avant, 3 jours avant. Ce qui a pu être fait. Mais malheureusement, assez souvent, les rapports issus des commissions sont déposés soit la veille, soit 2 jours, ou moins de 3 jours avant. Donc, lorsque l'on dépose le rapport dans un délai où vous êtes déjà forclos, vous allez faire votre amendement commun, même si vous le souhaitez. Et pour nous, par exemple, il aurait été intéressant, si on avait eu l'espace d'une semaine, de saisir les groupes parlementaires. Parce que nous savons aussi que les députés sont affiliés avant tout à des groupes parlementaires et que agir seul, souvent peut, entre guillemets, vous porter des ennuis face donc à vos collègues donc, du groupe parlementaire s'ils ne comprennent pas le bien fondé de votre action, même si jusque-là, nous avons essayé, malheureusement, vainement de savoir la raison pour laquelle donc, ces députés ont choisi donc, de retirer donc, cet amendement-là, mais bon, nous ne pouvons pas leur en tenir rigueur. Pour nous, l'essentiel, le fait que ces gens aient pensé que l'amendement était quelque chose de valable pour nous est déjà essentiel et cela mérite que je salue en tout cas ce choix donc, qui a été fait. Même si vous n'avez pas eu gain de cause. Même si on n'a pas eu gain de cause. Et donc, pour en revenir donc à la procédure, donc il faut que l'on puisse déposer au moins les projets de loi, les rapports issus des commissions suffisamment à temps pour permettre aux groupes parlementaires éventuellement aussi de faire un travail de consultation, s'il le faut, pour proposer, s'il y a lieu, donc des amendements. Et ce n'est qu'à l'aune de cela qu'on pourra véritablement permettre aux acteurs externes d'influer suffisamment dans le travail parlementaire et donc permettre même que le débat puisse être porté en séance plénière. C'est essentiel. D'accord. 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Les juges vous ont écouté. Alors, qui vous inspire l'adoption de ce nouveau code des procédures pénales avec la contribution de la société civile? On commence par Bernard. Bon, avec la contribution de la société civile, on s'attendait à un document beaucoup plus enrichi qui permette effectivement de pouvoir contribuer à protéger et ou à promouvoir les droits humains. Mais bon, à l'arrivée, il y a une déception qui se dégage quand on écoute M. Yameogo, qui se pose d'ailleurs des questions de savoir à quoi servent les consultations de la société civile. Est-ce que c'est juste pour pouvoir dire, on a même consulté les organisations de la société civile, il y a eu un caractère participatif. C'était peut-être juste pour légitimer une démarche pour aboutir à la légalisation d'une loi. Donc, et si tel est le cas, bon, il y a des organisations de la société civile que les politiques ont fabriquées. Je pense que c'est mieux d'aller vers ceux-là parce qu'il y en a aussi qui sont sérieux dans leur affaire. Et donc quand on vous associe à un projet aussi pertinent et puis à la fin vous n'arrivez pas effectivement à être pris en compte, bon, naturellement vous posez des questions éventuellement sur vos prochaines participations. L'autre aspect effectivement c'est la procédure dont il parle au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc quand le document est déposé pas dans les délais, ça ne vous permet pas de faire vos recours effectivement dans les délais.
Donc c'est assez curieux pour ceux qui votent la loi. Et c'est ce combat-là d'ailleurs, c'est sur ce combat aussi que nous attendons certains de nos députés. Qu'ils puissent dire également à l'exécutif parlementaire, donc à l'équipe dirigeante du Parlement, de déposer effectivement les choses à bonne date et de nous le faire savoir. Ça, ce n'est pas fait. Donc il y en a qui se trompent de combat, qui font mieux le combat ailleurs, alors qu'à l'interne, il y a des choses à rectifier et qui devraient le faire. Mais sur ce point-là, bon, ceux qui nous représentent ne le font pas bien. Quand ils ne sont pas absents, bon, même si la question d'absence irrite certains, quand ils ne sont pas absents, quand ils sont là aussi, ils ne le font pas correctement. Et sur ce chapitre-là aussi, nous les attendons. Donc pour le reste, je crois que c'est un cours de procédure pénale qu'on va certainement avoir dans le fond, à savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Et là, vraiment, c'est le ministère qui je fais rapidement. Ouais, rapidement, on voit clairement que ce qui les dérange, c'est vraiment la question de l'élargissement, n'est-ce pas, l'action civile, la partie civile en matière en matière pénale. Et maintenant, pour le reste, il voit qu'il y a quand même de l'innovation, mais c'est vrai aussi que c'est un point majeur quand on regarde. Vous allez sous d'autres cieux, ce qui grandit aussi des associations, des organisations de la société civile, c'est au regard aussi des batailles menées en justice et remportées. C'est ça aussi qui fait leur coffre. Donc, quand on leur enlève ça, qu'est-ce qui leur reste? Et quand on sait que sur certaines parties, comme il l'expliquait, les individus sont trop vulnérables pour pouvoir porter quelquefois certains combats. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, on comprend aussi les craintes qui sont celles du gouvernement. C'est pour ça, moi, je l'avais compris dès le départ. Hein, et dans le débat qui était mené, il fallait faire sortir aussi les enjeux. Les enjeux sont aussi quelquefois ailleurs. Les récupérations. Merci à vous, M. Yambego, d'être passé devant le tribunal de l'actualité pour nous expliquer un peu comment est-ce que la société civile a contribué à l'adoption de ce nouveau code. On va aussi dire merci et félicitations aux députés et au gouvernement pour ce code de procédure pénale actualisé. Mais comme on dit au Burkina Faso, la question, ce ne sont pas les textes, c'est leur application. En attendant de voir sur le terrain comment est-ce que ce code sera exploité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre. Que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.